Je vais demander donc à Sophie Fantoni-Quinton, à Paul Frimat, à Henri Bastos, à Virginie Crescia-Cabane, Sandra Dirig et donc Anne Maître, qui est à côté de moi, de participer à une table ronde. Et je vais inciter donc les congressistes à poser leurs questions à cette table ronde. Alors, vous pouvez le faire oralement ou bien sur vos tablettes. Je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée sur une tablette. Je vais la lire à haute voix. Bien, alors, la première question, qui est une question pratico-pratique pour un médecin de travail de terrain en voie de disparition, je lis bien, à quand un logiciel métier, ouvrez les guillemets, FAIR, F-A-I-R, harmonisé et standardisé au niveau français au moins, et des matrices emploi-exposition facilement accessibles? Merci. C'est une question posée par le docteur Chabot Anne-Sophie. Alors, qui répond? Je vais répondre, je suis le vieux. Encore une fois, la question, j'ose pas remonter au-dessus de Clermont-Ferrand parce que j'ai bien compris que c'était l'adage d'Anne. Mais ce type de question, moi je m'en souviens, c'était au tout début du dossier médical. On était dans les années 80. Donc la vraie question qui est derrière, si vous attendez l'outil, vous attendrez 30 ans. Donc, derrière, effectivement, on peut faire des matrices. Vous avez des outils, vous avez des moyens, vous avez des territoires, vous avez des zones. Faites. Arrêtez de vous demander, il me faut l'outil, il me faut l'outil, il me faut l'outil. La DGT n'aura pas les moyens, les services ne savent pas s'organiser. Et je critique pas, c'est un constat. Soit on veut un système étatisé, et à ce moment-là, on n'est plus dans la santé travail, et vous ne serez pas content parce que l'outil que vous aurez ne serait pas le bon et on ne pourra pas avancer. Là, la chance qu'on a, c'est qu'on a une loi qui a été changée, on a trop de travail, on ne peut pas tout faire, donc on fait ce qu'on a envie de faire. Mais vous le faites acter par la CMT, vous le faites acter par votre CA et porté par votre président. Et vous y allez. Moi, c'est mon avis. Mais Sophie peut avoir un avis juridique en disant « Monsieur Frimat, on vous aime bien, mais il ne faut pas aller dans le péché. » Mais moi, j'ai toujours fait dans le péché. Merci, Paul. Y a-t-il d'autres questions? Bon, juste pour dire que quand même, les matrices emploi-exposition sont en cours de développement et de meilleure accessibilité. Il y a un travail actuel qui est déjà entamé, etc. Ouais, mais c'est quand même intéressant de se dire que ça évolue quand même. Il ne faut pas rester désespéré sur notre cas, sachant qu'on a quand même des outils en évolution, parce qu'on en a pris beaucoup plus conscience encore avec les visites de fin de carrière. C'était finalement ce levier-là qui nous a fait voir que, certes, il y avait des experts en toxicologie, certes, il y avait des gens qui étaient très affairés sur ces questions-là, mais quand même, toute la population des services de santé au travail ne s'occupait pas justement de reconstruire les carrières a posteriori. Ces visites de fin de carrière, c'était un levier pour se rendre compte des difficultés qu'on avait. Et c'est vrai que les matrices emploi-exposition sont... Alors évidemment, vous allez hurler, peut-être parce que vous êtes un biais de recrutement parmi les médecins, mais il faut savoir que parmi les médecins qui utilisent, qui font des visites de fin de carrière, c'est normalement tous les médecins, eh bien, il n'y en a pas la moitié qui utilisent des matrices emploi-exposition. Parce qu'elles sont difficiles à arriver, qu'elles ne représentent pas toutes les nuisances, que c'est compliqué de savoir comment on y rentre, etc. Donc c'est vrai que le mot faire, là, pour le coup, là, c'est en déploiement, et c'est pas dans un plan national santé-travail. C'est actuellement en train d'être développé avec un réseau, etc. Quant au logiciel métier, moi aussi, pendant très longtemps, je me suis trouvé que c'était vraiment inepte de ne pas avoir un seul logiciel métier, parce qu'au moins, on n'aurait même pas eu besoin d'interopérabilité. Ça aurait fait un gain. Sauf qu'aujourd'hui, cette interopérabilité, c'est auprès des vendeurs de logiciels qu'il faut l'exiger. Et encore une fois, une véritable interopérabilité. Cette interopérabilité, on ne peut pas passer dessus parce que c'est la clé. Et ensuite, derrière, même si on avait un logiciel unique, ça ne changerait pas l'histoire de la codification dont on parlait. Parce qu'un logiciel unique ne lèverait pas le problème actuel d'aujourd'hui, de savoir comment, quand on fait une enquête sur, par exemple, les problèmes cardiovasculaires de telle ou telle population, on a, en fonction de la ramification dans laquelle on code, et des erreurs de typographie, etc., 40, et encore, je suis gentil, 40 données pour une seule information, en tout cas, qu'on veut recueillir. Donc, en réalité, c'est pas tant la question d'un seul logiciel, c'est la question de, moi je dis toujours, qui trop embrasse mal étreint, désolé, mais franchement, à vouloir aller
est, pour certains ultra-techniciens, au bout de la codification, tout au bout de la ligne, avec le codage ultime, finalement, on n'a rien du tout. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se contenter de données peut-être un petit peu plus réduites ou un petit peu plus racines pour pouvoir au moins faire de la thésaurisation de données. En fait, non, j'allais aller dans le même sens, mais simplement, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont quand même assez intéressantes sur la standardisation du recueil d'informations, notamment la question des thésaurus qui permet aussi cette harmonisation des pratiques. La seule question à se poser, en fait, moi je suis d'accord avec Paul Frimat, il ne faut pas attendre d'avoir les logiciels ou les réglementations pour faire, il faut faire. Simplement, avant de faire, il faut peut-être aussi se poser la question, et c'est peut-être pas toujours évident de trouver la réponse, mais on a des interlocuteurs et des interlocutrices pour cela. Avant de faire, il faut aussi peut-être se poser la question, et on le fait tous comme on peut, de la manière dont on pourra, enfin en tout cas dont d'autres pourraient se saisir des informations qu'on collige pour notre propre activité, notamment le réemploi pour des analyses statistiques, des études épidémiologiques, etc., voire d'autres réutilisations. Donc c'est surtout ça, c'est d'avoir ce réflexe et de se dire comment je fais actuellement avec mes propres moyens, mais comment aussi mes données pourraient être réutilisées à des fins collectives, quoi. Moi, je voudrais juste rajouter, et puis je vais laisser Anne. Vos services du BTP sont en pleine restructuration. J'ai bien compris qu'il y avait de la fusion, des rapprochements, des disparitions. Il restera effectivement un certain nombre de services du BTP, et c'est une bonne chose. Personnellement, j'ai toujours été très favorable. Il est indispensable que la dizaine de services spécialisés professionnels du BTP sur un territoire, c'est vous qui fixez vos priorités. Donc, sur ce territoire, on va faire telle population, on va telle action, tel ceci. Et là où je rejoins Henri, mais Anne ne me continuera pas, avant de lancer quelque chose, c'est sûr qu'il faut peut-être se renseigner. Il faut peut-être voir quels sont les enjeux. Il faut peut-être prévoir l'évaluation, etc., etc. Et puis après, vous faites. Tout à fait, j'irai dans le même sens. Et en plus, je dirais, on n'a pas tous les mêmes attentes. Les ministères, les agences n'ont pas les mêmes attentes que les services de santé au travail. Donc, c'est clair qu'il faut faire attention. J'irai deuxième chose, pour le faire depuis 20 ans, j'estime que c'est un temps de travail colossal. C'est ingrat, et il faut, si on veut être homogène, il faut quand même qu'il y ait des suivis, des comités de pilotage, etc., etc. Personnellement, moi j'estime, pour l'avoir vu, parce qu'on a fait aussi la même chose que pour le RNV3P, donc c'était les consultations de pathologie professionnelle, et on a travaillé avec les services inter pour essayer de développer tout ça. C'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut laisser faire aux gens ce qu'ils savent faire. Je préfère que vous allez faire du terrain, que vous faites des bons examens cliniques, etc., etc. Comme dit Paul, s'organiser pour pas réinventer la soupe, parce que les soudeurs, voilà, parce qu'on a tous les mêmes soucis, donc il faut qu'on ait des protocoles. Bien sûr qu'on va utiliser des codages, mais ces codages, parfois, c'est pas vous. Pour moi, je ne suis pas militante du tout pour que vous codiez tout. Il faut, dans un service, comme dit Paul, vous allez pouvoir vous organiser, que vous ayez peut-être quelqu'un de formé, parce que de toute façon, ce sera des codages. Et j'espère qu'on arrivera à trouver justement des codages nationaux, parce que là encore, chaque organisme a les siens. Pour être à l'hôpital, ou même en tant qu'enseignant, ça fait 5 fois qu'on nous change les logiciels, ils ne sont pas compatibles entre eux. Donc surtout, soyez pas les premiers de la classe, vous allez y perdre du temps. Donc voilà, donc je pense qu'il faut une réflexion, il faut une coordination. Et je dirais la dernière des choses, qui est la première, il faut de l'argent. Et donc, les ministères qui ont besoin de beaucoup de choses au niveau national, il faut qu'ils mettent des sous. RNV3P, non mais pour vous le dire, j'ai demandé à Henri combien ça coûte. Je ne sais pas, mais ça coûte très cher. Et je me rappelle qu'à l'époque, avec l'ANSES, on avait discuté de cette base de biosurveillance. Et c'était Gérard Lasfaré à l'époque, il m'avait dit, mais ma pauvre Anne, on a déjà payé RNV3P, on ne va pas encore payer la biosurveillance. Donc, je pense qu'il faut des moyens humains et des moyens financiers, parce que c'est pas donné, c'est cher. Il faut de l'informatique, il faut que ça évolue sans arrêt, etc., etc. Donc, c'est des outils qui sont intéressants, mais il faut avoir les moyens de les mettre en place. Merci Anne. Je vais lire la question, ou la remarque qui est en face de moi, de Loïc Garas, qui je suppose est de Santé publique France, mais je ne suis pas sûre.
Les matrices emploi-exposition de Santé publique France sont en libre accès sur expro.fr. Pas toujours facile à utiliser, mais un travail est en cours au sein de Santé publique France pour recueillir les besoins des utilisateurs et producteurs de matrices en France pour une meilleure accessibilité et diffusion des matrices. Il y avait... Voilà, ça c'est donc une remarque. Hein. Je crois qu'il y avait une question avant, mais elle est passée. Alors, il faudrait peut-être revenir en arrière sur la matrice. C'était une question sur c'était une question sur les dossiers médicaux, enfin les logiciels métiers. À propos desquels la personne qui a posé la question estimait qu'il n'y avait pas de moyen de coercition ou de pression pour que ce logiciel suive à la fois l'actualisation des matrices emploi-exposition, mais également finalement qu'il y ait des shortlists, etc., qui soient fausses. Voilà. Donc, voilà. Alors, je la repose. Donc, y a-t-il des sanctions prévues pour la bonne utilisation des outils existants ? Par exemple, notre éditeur de logiciels métiers ne répond pas à nos demandes de mise à jour. Les MMEP ne sont pas de présence importée, ne sont pas à jour et les shortlists fournies sont fausses. Donc, c'est inexploitable pour nous et on n'a aucun levier de pression. Eh bien, vous changez d'éditeur de logiciel. Oui, bonjour. Pardon, j'ai une petite remarque à faire. Donc en fait, moi je ne suis pas encore passée, voilà, je suis pas intervenue, donc je vais me présenter pour que vous sachiez qui je suis. Donc je suis Madame Dirig de la DRETS PACA, ministère du Travail en région PACA. Je suis chargée de la cellule pluridisciplinaire d'appui en santé au travail. Voilà, donc je pilote le PRST4, donc il a été question, c'est la déclinaison du plan national en santé au travail, donc en région PACA. Donc ce qu'il faut que vous sachiez là-dessus, donc c'est, sauf erreur de ma part, on est dans un secteur concurrentiel, donc il n'y a pas de moyen de pression. Hein, si l'opérateur ne respecte pas son contrat commercial avec vous, comme disait le professeur Frima, il faut en changer. Par ailleurs, moi ce que je voulais vous donner comme petit message, c'est que en région PACA, on a déjà été alerté justement par là. Il y a un certain nombre de logiciels, suites de logiciels qui sont utilisés par les services de santé au travail en région, et on a été alerté sur le fait qu'on avait des disparités. Alors bien que la réglementation prévoit un outil qui permette la transmission des dossiers médicaux, etc., ça c'est OK. Mais pour le reste, et notamment la démarche d'évaluation des risques, etc., on va avoir des outils disparates avec des démarches de prévention qui ne sont pas toujours, on va dire, les bonnes, hein, puisque du coup, on a des démarches de prévention qui sont validées par l'INRS, et ce ne sont pas toujours ces démarches-là qui sont utilisées dans les logiciels qui sont mis à disposition des services de prévention et de santé au travail. Donc en fait, on se penche au niveau de la région PACA actuellement sur l'offre de logiciels qui est faite donc au service de prévention et de santé au travail, et pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors on en est qu'aux prémices là, à l'inventaire, etc. Donc pour répondre à cette question, il n'y a pas de sanction, mais on est conscient qu'effectivement, cette multitude d'outils qui est présentée peut être aussi un frein, et puis peut aussi altérer, on va dire, votre travail, puisque s'il n'y a pas de mise à jour qui sont faites, etc. Donc on y travaille et on est vigilant là-dessus. Voilà, merci. Alors oui, pardon, juste parce que vous disiez quand même il n'y a pas de moyen de pression, et on vous dit changer de logiciel. Quand on a commencé à former tout un service à un logiciel, changer de logiciel, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Donc je crois que quand même, il y a quand même d'autres moyens de pression. Et là, les CMT, en lien avec la direction, ont un rôle essentiel. Et là, je suis aussi pratico-pratique, en disant que quand on achète un logiciel, il y a un contrat de maintenance avec ce logiciel. Et dans le contrat de maintenance, c'est dans la négociation avec l'achat d'un logiciel que dans ce contrat de maintenance, il doit y avoir des clauses qui font que le logiciel, on le garde quoi qu'il arrive, mais on peut faire pression via ce contrat de maintenance et via... Il y a quand même des questions de responsabilité civile contractuelle liées à ces contrats de maintenance qui peuvent faire agir un directeur par rapport aux vendeurs de logiciels. Donc, via des dysfonctionnements récurrents et importants, il y a quand même ce moyen de pression sans, évidemment, tomber dans le changement de logiciel qui est certes une solution quand on ne vient pas de changer il y a 2 ans de logiciel, quoi.
Autre question dans la salle. Est-ce que lors de la visite de fin de carrière, le dossier médical est remis systématiquement au salarié ? Ce dossier, qui peut comprendre les métrologies, pourrait l'aider en cas de déclaration de maladie professionnelle, car bien souvent dans les enquêtes CPAM, voilà. Ce sont des données qui manquent, je suppose. Voilà. Les salariés retraités ont très peu d'éléments factuels. Sophie, je vais te laisser répondre. Oui, alors d'abord, c'est pas prévu par les textes, hein, alors excuse-moi. Donc quand c'est pas prévu, c'est ni interdit ni obligatoire, en fait, ce que vous voulez. Deuxièmement, ça veut dire que ça pourrait être envisagé, mais vous savez que dans la transmission des dossiers, on se pose d'autres questions métaphysiques. Déjà, quand on nous le demande, c'est qu'est-ce qu'on transmet, quelle partie on transmet, etc. En transmettant systématiquement, évidemment, on pourrait l'aider à une déclaration, à une reconnaissance de maladie professionnelle, mais on va s'exposer à d'autres questions. C'est qu'est-ce que c'est que ce dossier que vous me donnez, il est incomplet, depuis quand vous l'avez bien rempli. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. C'est vrai que c'est finalement ne pas donner toutes les informations aux salariés. On pourrait lui dire, quand même, lui préciser qu'il peut demander son dossier médical à santé-travail quand il le souhaite, ça me semble bien. Le transmettre à titre systématique, vu la composition actuelle des dossiers médicaux en santé-travail, je suis désolée de le dire, ça va vous exposer à plus de problèmes que de remèdes, hein, quand même. Hein, mais bon, maintenant, c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire. Hein. Et effectivement, aujourd'hui, dans les commissions régionales de reconnaissance des maladies professionnelles pour toute pathologie différée en alinéa 7, eh bien, on a un énorme problème, comme le rappelait tout à l'heure Monsieur Frima, c'est que on a des salariés qui allèguent des expositions ou des postes, et même en regardant les matrices emploi-exposition, ça ne rend pas compte des modalités réelles d'exposition. Et si jamais, en tant que commission de reconnaissance des maladies professionnelles, on conclut sur la plausibilité d'une exposition, on n'établit pas le lien, et comme on n'établit pas le lien, on ne peut pas faire une reconnaissance de lien direct et essentiel. Et donc là, c'est toute la problématique de ne pas pouvoir établir ce lien, faute de données. Et effectivement, c'est pas tant de donner ce dossier médical en santé-travail qu'il faudrait que de le remplir systématiquement bien. Oui, juste pour compléter, effectivement, ce n'est pas systématique, mais à la demande du salarié, le DMST ou de l'ancien salarié, le DMST peut être transmis, ce qui permettra effectivement d'assurer la traçabilité individuelle. Mais bon, comme le rappelle le professeur Fantoni, effectivement, la problématique, c'est qu'encore faut-il que le salarié en soit informé. Justement par rapport à cette obligation en fait de traçabilité individuelle au niveau du risque chimique, il faut quand même savoir qu'une directive européenne prévoyait quand même une traçabilité individuelle via la mise en place de listes d'exposition nominative avec les salariés exposés à tel ou tel produit chimique. C'est prévu par la directive. Donc nous, c'était très clairement transposé jusqu'en 2017, c'est-à-dire que nous, c'était via les fiches exposition qui étaient censées être faites par les entreprises, mais qui étaient pas faites ou très mal faites. Donc en fait, ce que permet aujourd'hui cette traçabilité individuelle, c'est quand même un petit peu de rattraper quand même, que ce soit via le DMST ou via les visites post-expo, c'est quand même de rattraper un petit peu ces obligations que nous avons en matière de risque chimique au niveau européen. Et de répondre à la Commission, alors nous n'en avons pas eu jusqu'à présent, mais de répondre à la Commission en cas d'injonction sur la traçabilité individuelle. Et effectivement, cela est majeur pour le salarié pour pouvoir se faire reconnaître en maladie professionnelle, surtout dans le cadre des maladies différées. Alors juste, j'avais une question pour les autonomes, mais j'en profite en même temps de répondre à la question. J'ai un logiciel pour faire les FE qui me sert de base pour les DU. Eh ben, c'est très bien. Utilisez les outils que vous avez, point barre. Mélangez pas tout, mais c'est très bien. Alors moi, je pose la question, après, il y a un bras qui s'est levé, il faudra passer la parole à cette personne d'après. Mais il faudrait, je sais pas si elle a un micro aussi dans la salle. Mais je vais répondre à la question autonome, là. J'allais dire, elle a disparu de l'écran, mais je m'en souviens un peu. On me demandait, qu'est-ce que vous entendez par là? Et comme dit Pierre Dac, pas grand-chose. Mais derrière, c'est, si vous voulez, la problématique des services autonomes. Vous avez bien compris que dans les décrets actuels, on parle surtout des services internes, on parle pas des autonomes. Et c'est vrai que même à l'heure actuelle, le décret spécifique infirmier santé-travail, il s'applique aux services internes. La problématique de l'infirmière santé-travail dans les autonomes, j'allais dire, c'est de la responsabilité du médecin du travail dans son schéma, point barre. C'est pas une problématique spécifique d'obligation de formation et ainsi de suite. La problématique de la pluridisciplinarité dans les autonomes, c'est un vœu pieux au niveau de la loi. Dans la traduction réelle métier,
Moi, je suis toujours un peu gêné quand je vois des ingénieurs de prévention qui sont plutôt des ingénieurs sécurité qui servent, entre guillemets, d'IPRP pour le service autonome. Ça me gêne. Alors, on me répond, ouais, mais Paul, t'es casse-pied. Dans les autonomes, il y a des CSE. Ah oui, mais il y a des CSE, mais alors à ce moment-là que les CSE prennent leur place. Alors, je critique pas les syndicats. Les syndicats, ils essayent de faire le maximum. Ils essayent de grappiller le maximum. Le problème, c'est que parfois, on a des situations d'employeurs qui font du blocage. C'est vrai que personnellement, je trouve, alors il paraît que je suis méchant quand je dis ça, je trouve qu'il y a une discrimination négative pour les services autonomes. On ne les pousse pas assez. Alors, comme c'est un de mes derniers congrès, je peux le dire, on me dit que c'est parce qu'il y a le 440 derrière, mais il n'y en a pas plus. Allez, je m'arrête là, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont sautées. Alors, il y avait, madame, allez-y, oui, j'ai vu que vous aviez un micro. Bonjour, donc je suis médecin du travail. J'avais une petite réflexion philosophique. C'est quoi bien remplir un dossier médical santé-travail? Est-ce que c'est cliquer sur 15 000 machins pour essayer de trouver la bonne donnée qu'on ne trouve pas? Ou est-ce que c'est écrire du texte en essayant d'être le plus, on va dire, descriptif sur à la fois le poste de travail, à la fois l'état de santé des gens, le curriculum laboris? Voilà, c'était ma première réflexion. Et la deuxième réflexion, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Frima, dans les fonctions publiques, ce sont aussi les grands absents. Du bâtiment, il y en a aussi dans les fonctions publiques. Et là, il n'y a rien qui oblige les employeurs publics à faire de la prévention. Alors, il y a eu des modifications. Il y a des décrets qui viennent de sortir sur la fonction publique territoriale. Là, le vrai absent, c'est la fonction publique hospitalière. Ça, alors là, c'est une catastrophe, point barre, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un blocage complet. Dans la territoriale et dans l'État, ça bouge un peu. Hein. Alors, après, votre réflexion philosophique, moi, je me souviens à Strasbourg, quand on m'avait demandé d'intervenir avec Sophie Fantoni pour faire un peu d'histoire de la médecine. Mon premier emploi de médecin du travail dans les années 70, je l'ai décrit. J'ai ouvert un grand carnet en papier jaunâtre avec le nom, pas aucune information sur la première page. La deuxième page, j'avais la date de la visite d'embauche, apte. Et puis après, j'avais 5-6 pages où il était marqué la date, le poids, la taille, le poste, une grande flèche, apte. Eh bien ça, c'est un dossier qui, pour moi, ne me plaisait pas. C'est un dossier, je ne voyais vraiment pas à quoi ça sert, il valait mieux tous les brûler. Avoir un dossier de médecin du travail rempli, ben, c'est un dossier qui nous sert en tant que médecin, dans la pratique immédiate, mais surtout pour le suivi. Le suivi, notre successeur ou celui qui va reprendre l'entreprise, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y ait 25 000 choses, mais les éléments nécessaires. Merci Paul. Sait-on comment font les pays européens avancés en termes de traçabilité et bilan sanguin, le cas échéant, bilan de surveillance, pardon. Le cas échéant, ont-ils des outils qui pourraient être utilisés en France? Alors, je dirais, les pays européens n'ont pas de médecin du travail. Donc, il n'y a pas de prescription médicale pour de la surveillance biologique d'exposition. Ce qui fait que des IPRP, des chimistes, des nurses, donc des infirmières, etc., vont pouvoir faire de la surveillance biologique d'exposition. Je reprendrai deux pays. Il y a 3 pays en Europe, je dirais. Bon, ils sont sortis de l'Europe, c'était les Anglais. Bon, les Anglais ne font jamais comme les autres, mais bon, eux, c'était les Finnois. Les Finnois aussi, bon, pareil. Enfin bon, les Finnois, eux, ce qu'ils ont, d'abord, ils ont des centres de recherche sur le territoire, où chaque centre de recherche a une spécificité, on va dire. Parce que nous, on fait tous tout pareil, hein, bien sûr. Silice, allez hop, tout le monde fait de la silice. Isocyanate, allez hop, on fait des isocyanates. HAP, pas trop, donc ça va bien. Voilà. Donc déjà, on n'a pas beaucoup de force. Et pour moi, de recherche, il faudrait qu'on se structure. Ça, c'est déjà un premier niveau. Même avec l'INRS aussi. Très peu de relations. Très peu, mis à part qu'on se fait la bise et qu'on s'aime beaucoup, très peu de relations. Donc je pense qu'on a des outils, mais il faudrait que les gens travaillent plus ensemble. Premier niveau, avec des pôles. Moi, je veux bien travailler sur les HAP et donner tout ce que j'ai fait sur ma base. Par contre, peut-être que les pesticides, j'irai voir Bordeaux. Voilà, enfin, donc il faut qu'on mette à disposition. Donc ça, ils le font.
Et puis là-bas, en Finlande, eh ben, tout le monde fait pipi dans le bocal de manière systématique à la sortie du boulot, et c'est réglé. C'est dans la mentalité et des gens qui c'est plus des médecins, hein, des gens qui s'intéressent à l'entreprise et qui peuvent être des médecins parfois, mais pas toujours, et des salariés. Donc déjà, c'est aussi dans une culture de collectif. Donc pour eux, c'est important. Deuxième question sur... et puis il y a une base de données, ils centralisent, mais vous savez que les pays scandinaves font énormément d'épidémiologie, donc pour eux c'est logique, c'est normal, on n'a pas le secret, comme nous, le secret, alors, secret médical, le secret individuel, le secret industriel, on est très astérix, hein, nous, eux c'est pas du tout ça. Donc ils sont déjà dans l'état d'esprit, et puis ils travaillent beaucoup plus les uns avec les autres, avec les agences, etc. Et ils ont des outils, hein, c'est vrai. Pour la question sur est-ce que un employeur va être... quelle est la responsabilité de l'employeur face à une absence de surveillance biologique d'exposition? Je vous juste dis quelque chose, c'est que c'est pas l'employeur qui met en place la surveillance biologique d'exposition, c'est le médecin. Hein, l'employeur, il n'a rien à y faire là-dedans, heureusement d'ailleurs. C'est vous qui avez des outils et qui devez ou pas les appliquer. Et c'est sûr que lisez quand il y a des réunions de consensus, quand il y a des publications qu'on fait. Moi, je dirais, c'est ce que je dis un peu à mes médecins, méfiez-vous. Maintenant, vous savez, avec l'informatique, avec le fait que je me fais tout doser, etc., nous, on refuse, jusqu'à quand, des dosages faits, demandés par monsieur Tartampion, sans qu'il y ait son médecin du travail là au milieu. Mais ça va arriver tout ça. Si on ne veut pas le faire, ils vont les envoyer en Suisse ou ils vont les envoyer en Belgique. Donc il faut faire attention parce qu'une donnée pour moi mal collectée, mal interprétée, c'est encore pire que tout. Donc faites très très attention. Non, il n'y a pas de responsabilité de l'employeur. J'estime que moi il y a une responsabilité, c'est ce que je dis à mes médecins, médicale. C'est que si vous avez maintenant des gens qui ont une exposition au trichloréthylène, excusez celui-là, mais c'est dans ma région, et que vous ne faites pas de surveillance biologique d'exposition, comme je l'ai dit, si on se retrouve devant un juge, je vous soutiendrai pas. C'est pas possible. Il y a quand même des réunions de consensus, il y a quand même des gens qui l'ont dit, on fait des... etc., etc. Donc, il faut faire attention quand même au fait que vous avez des outils dont il faut se servir et il faut discuter, être accompagné et pas... En effet, les faire des dosages n'importe quand. Comme je dis, faites des dosages au retour de vacances, vous êtes sûr que vous n'aurez rien, mais c'est pas ça qu'on veut. D'accord? Donc voilà, donc faites bien attention, mais il faut être formé, il faut avoir de la formation continue, avoir un suivi, etc. Ce n'est pas des outils que dont vous vous servez tout le temps, mais je pense qu'ils vont progressivement s'imposer, ce qui est un peu dommage. Et quand je vois la pression environnementale, notamment par rapport aux pesticides, sur la population générale, qui va se faire des dosages, etc., quand il y a eu, je vous prends un exemple, quand il y a eu l'accident à Rouen, le nombre de femmes enceintes qui nous ont téléphoné pour nous envoyer des échantillons de lait pour faire de la surveillance, donc je veux dire, on va plus nous attendre. Voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, moi, je confirme parce que de toute façon, à un moment donné, la population va challenge son médecin, elle viendra challenger son médecin du travail parce que de plus en plus, les informations sont diffusées. Et j'en veux pour preuve qu'on a eu, nous, récemment, à se prononcer à l'ANSES sur la question des microcapteurs d'exposition à la pollution de l'air. Donc, ça pose tout un tas de questions, justement, sur la manière dont on doit utiliser ces informations. Donc c'est disponible sur notre site internet. Mais en fait, la question se pose à ce niveau-là. Alors après, peut-être qu'il y a aussi d'autres paramètres juridiques. Je ne sais pas si on peut se pointer avec un microcapteur dans son entreprise. Mais en tout cas, faire pipi dans un bocal, c'est peut-être plus simple. Donc les gens vont s'y mettre d'une certaine manière. Alors peut-être pas tout de suite, parce que je pense qu'il y a moins de sensibilisation des questions en santé au travail encore, même si ça arrive, que sur des questions de santé environnementale à l'heure actuelle. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est amené à se développer d'une manière certaine, puisqu'on le voit de toute façon en pratique sur les questions de pesticides et sur les questions de pollution de l'air. Alors, parce que là, on a un petit applicatif de responsabilité, ça me titille de le reprendre. On ne fait pas la bonne biométrologie. On n'en fait pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on risque ?
eh ben, t'auras personne devant le juge, hein, t'inquiète pas, t'auras pas besoin de soutenir ton médecin. C'est pas une question de responsabilité juridique, je suis désolée. Déontologiquement, oui, défaut de soins consciencieux. Vous serez sur le plan ordinal potentiellement sanctionnable. Pas sur le plan civil, et pas sur le plan pénal. Donc du coup, on revient aux choses, c'est pas une question de droit. C'est pas une question de droit, c'est une question où on a envie de faire nos missions. Ceux qui ont assisté au Quator hier à Cordes, c'était de se dire comment on fait bien son boulot. S'il y a des recommandations de bonne pratique, de professionnels qui ont réfléchi à la question, il faut faire une biométrologie, la question, c'est pas de se dire qu'est-ce que je risque si je le fais pas, parce que on n'est pas tous à chercher cette solution-là. C'est de dire est-ce que c'est grave, c'est finalement pourquoi on n'arrive pas à faire notre boulot. En revanche, ce que je viens de vous dire, parce que ce matin on a parlé de la responsabilité du médecin du travail, mais tout ce que je vous ai pas dit, c'est que en ricochet, si le médecin du travail n'assume pas, en revanche, le service assume tout. Le service, puisque c'est une personnalité morale, sur le plan pénal, assume tout. Le service sera là aussi pour payer sur le plan civil des dommages, défaut de conseil, défaut de soins, retard, tout ce qu'on veut, etc. Ça veut donc dire que ça, c'est des moyens de justification pour demander des moyens. Un codeur, quelqu'un qui fait les bonnes choses, qui puisse nous donner des moyens humains, etc. C'est comme ça notre faction d'âge. C'est pas tant pour notre propre responsabilité que de dire notre responsabilité métier, elle est là. Pour travailler, il faut demander les moyens. Qu'a-t-on besoin comme moyen? Et qu'a-t-on besoin pour moyen? Ça veut dire qu'on sait ce qu'on doit faire, pour quelle population. On fait une étude projet et on se dit voilà, à 2 ans, on a besoin d'autant de moyens parce que derrière, il y a effectivement des enjeux de responsabilité aussi. Ça surtout pour le service. Mais ça constitue un moyen de négociation au niveau de la CNT. Y a-t-il d'autres questions? Bon, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en poser une à Anne. Certains médecins du travail continuent à réaliser des bilans sanguins de base ou de référence. J'aimerais savoir, est-ce que c'est utile? Vous connaissez ma réponse, je pense. Ça me rappelle quand j'étais interne, c'est ce que je disais ce matin, que les pauvres mémés qui arrivaient dans les services avaient leur bilan d'entrée, bilan syphilis, pauvre femme à 95 ans, tous les 2 mois, parce que bien sûr elle revenait. Bon, donc voilà, donc quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouve rien. Quand on sait ce qu'on cherche, on trouve. Donc, un bilan de quelqu'un qui arrive dans une entreprise, bien évidemment, mais par rapport au risque, wow, ça peut être alors de l'entreprise. Faisons déjà du risque santé-travail avant de faire du risque santé publique. Évidemment, s'il est au gros, évidemment, vous allez lui en faire d'autres. Mais j'irai, c'est vous savez ce que vous attendez d'un examen et vous savez quoi faire s'il est anormal. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que de faire des examens. Comme me disait le collègue chez qui j'ai été formée, en tant qu'interne, j'en fais pas, comme ça je suis tranquille. Ouais, on peut le dire comme ça. Que quand ça va arriver, et que, bah, évidemment, en général, il y a 90% des gens qui vont bien, quoi. Puis il y en a 10%, puis il y en a toujours 2 les mêmes, qui sont toujours élevés, alors que ce soit des transats ou que ce soit là. Donc, le bilan sanguin de base, évidemment, alors de base, j'adore, médecin du travail de base aussi, non, évidemment. Pas de bilan sanguin de base. Par contre, alors, des bilans sanguins orientés sur certaines choses, oui. Ce ne sera pas de la surveillance biologique d'exposition en général, parce qu'en général, c'est plutôt de la surveillance d'indicateurs biologiques, et c'est dans l'urine. Pourquoi? Parce que dans le sang, ça passe tellement vite que bien souvent, on n'a pas les bons biomarqueurs, et puis aussi parce que c'est toujours un peu compliqué de prélever les... Donc si on peut avoir des bons biomarqueurs dans l'urine, mais je pense que notre président du CES nous vous en parlera cet après-midi. Donc voilà. Donc pas de bilan... Mais comme des radiopulmes de base, ça va être pareil, hein, je veux dire. Donc voilà, pour moi, c'est du kiff-kiff. Ça, c'était de l'ancienne méthode. Alors donc, comme je dis, ne faites rien plutôt que de faire mauvais. Parce que quand on prend dans un dossier médical, on a un indicateur biologique d'exposition qui a été prélevé n'importe quand, puis il est normal, on est bien embêté. Donc surtout, n'en faites pas. Dans ces cas-là, vous serez tranquille. Donc tu vois, je vais dans l'autre sens. Merci Anne. Y a-t-il des questions par rapport à ce bilan? Non? D'accord. Moi, je vais poser encore une autre question. Alors, ah, il y en a une. Oui. Juste, je voudrais rebondir. Vous disiez qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Moi, je suis en difficulté par rapport à des salariés qui sont prestataires et qui interviennent dans des industries de pétrochimie. Et voilà. Et qui parle? Vous pouvez lever la main, excusez-moi. Voilà, je suis là. Et donc, je suis embêtée parce que je n'arrive pas à avoir
de la part des employeurs les produits auxquels sont exposés ces salariés, qui interviennent donc dans tous les sites, enfin dans tout le site. Et du coup, je suis toujours en questionnement sur quel type de prélèvement je devrais faire à ces salariés, à quelle fréquence, et comment l'organiser, puisqu'on a des salariés qui interviennent, donc, comme on le disait ce matin, sur de multiples chantiers, qui ne sont pas en permanence sur ces chantiers-là, et qui, entre deux, vont aller faire du bâtiment, ou en tout cas des activités de bâtiment sur des chantiers qui ne les exposent pas aux produits chimiques. J'entends produits chimiques industriels. Alors, déjà, il y a plusieurs types de réponses qui vont pouvoir être faites par plusieurs personnes, à mon sens, mais le fait qu'un employeur ne vous donne pas les informations rejoint ce qu'on se disait ce matin. Finalement, dans la moitié des cas, on n'a pas la bonne information. Dans le cas de salariés exposés notoirement, on va dire, à des risques chimiques de ce type, il me semble pouvoir mobiliser très facilement l'écrit, comme disait Anne, notamment via L4624-9, c'est-à-dire qu'il y a un danger pour la santé des salariés et il faut le signaler par écrit en disant que, voilà, vous avez vos propres éléments, vous avez le sentiment qu'il y a ça et ça pour avoir votre recueil à la fois individuel et collectif des données de santé, mais que vous exigez d'avoir ce type d'informations pour pouvoir faire correctement vos missions. Et par ailleurs, j'imagine qu'il y a un CSE dans ce type d'entreprise et de le mettre à l'ordre du jour dans le PV très concrètement en disant moi cette question-là je veux l'aborder, je veux qu'elle figure dans le PV de CHSCT, enfin pardon de CSE la prochaine fois, comme ça je verrai qu'elle a été entendue, squeezée ou obtempérée déjà sur ce plan-là. Parce que quand on a conscience de ces risques, à un moment donné, on se mord la queue, parce qu'on n'a pas le risque, on ne sait pas quoi faire, et du coup, on finit par tourner en rond, quoi. Oui, pardon, je reprends la parole, puisque du coup, je suis restée avant d'être à la DRETS pendant 15 ans, donc inspecteur du travail. Donc effectivement, on a ce type de problématique qui arrive. Alors je mettrai un bémol, là j'aurais répondu exactement pareil que vous par rapport à l'écrit. Pour autant, il faut être vigilant pour l'inscription à l'ordre du jour, puisque l'ordre du jour... voilà, donc c'est l'ordre du jour des commissions de santé et sécurité attachées au CSE. C'est le secrétaire et l'employeur qui vont établir l'ordre du jour, donc vous ne pourrez pas demander expressément. Pour autant, soit vous passez par le biais des questions diverses, puisque du coup, voilà, comme vous l'indiquiez. Et effectivement, vous pouvez toujours faire l'alerte en disant qu'il y a donc un risque pour les travailleurs. Etc. Après, effectivement, vous avez abordé un sujet qui est compliqué puisque lorsqu'on a des salariés qui se déplacent, et ça rejoint aussi la problématique des salariés qu'on n'arrive pas à identifier sur un poste de travail en particulier. Et là, on est un petit peu tous démunis parce qu'on a aussi la problématique des sous-traitants qui vont changer de site. On a la problématique des salariés détachés qu'on n'arrive pas à identifier. Et c'est vrai que ça complexifie vos missions, donc pour le suivi et la traçabilité. Voilà. Mais en ce qui concerne les salariés d'une même entreprise, effectivement, le levier, c'est les instances représentatives du personnel. Merci. Qu'en est-il de l'intérim pour la traçabilité? Sans interopérabilité des suivis, c'est très compliqué de suivre cette population, faire l'historique de leur exposition, sachant qu'ils sont très exposés et peu protégés. Merci. Là, il n'y a plus de sans interopérabilité. Parce que je suis d'accord, sinon, vous savez, l'intérim, je crois qu'honnêtement, Anne disait que ça fait 40 ans qu'elle... Mais l'intérim, c'est tout aussi ancien. Carrière hachée, relation tripartite entre l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, etc. C'est le même problème qu'on affronte depuis des années. Quel suivi de santé, quelle traçabilité aujourd'hui revivifiée par cette question-là? Si on n'a pas l'interopérabilité, on ne répondra pas à cette question. Or, elle existe. Il faut la rendre opérationnelle. Et c'est toujours pareil, je veux dire, sans interopérabilité, la traçabilité ne peut exister aussi. Pareil, il faut être aussi... Et c'est pas que pour les intérimaires qu'elle peut pas exister, c'est pour tout le monde. Donc, le problème des intérimaires serait réglé si on utilise, en plus avec l'INS, le numéro de la sécurité sociale, ça facilite le suivi, parce que je vous rappelle quand même qu'avant l'utilisation du numéro de sécurité sociale, on arrivait en fin de carrière avec parfois, ça avait fait l'objet d'études de services de santé au travail du Hauts-de-France, 80 dossiers à la fin d'une carrière.
Alors évidemment, pour faire de la traçabilité, il n'y a plus qu'à avoir un comptable pour compter les croix, les points, etc. quoi. Tandis que là, avec un numéro de sécurité sociale et l'interopérabilité, en réalité c'est ça la question, c'est il faut que ce soit interopérable. Vos vendeurs de logiciels ne peuvent pas vous tromper sur ce point-là et vérifier concrètement comment on fait venir d'un logiciel X à votre logiciel Y, comment c'est importé, si c'est dans les bonnes rubriques, si c'est lisible et si c'est exploitable. Tout à fait. Bon. Oui, j'ai une question au fond de la salle. On ne nous voit pas, mais... Allez-y. Je voudrais poser une question en réaction à ce qu'a dit de façon très intéressante, comme d'habitude, Sophie Santoni, sur la responsabilité des médecins. Effectivement, c'est assez flou et c'est pas très violent. Par contre, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la responsabilité des services. Et effectivement, quand on regarde la loi de 2 août, qui change considérablement les choses, on s'aperçoit qu'il y a un article qui a été rajouté par rapport à l'accord des partenaires sociaux, qui a été rajouté au niveau de l'Assemblée nationale, par je ne sais quel lobbying, qui donne un pouvoir considérable aux directions de services qui n'existaient pas auparavant. En 1946, le médecin, c'était le médecin du travail. La médecine du travail est faite par des médecins qui prennent le nom de médecin du travail. Depuis cette loi, maintenant, ça n'est plus aussi clair que ça, puisque les directions ont un pouvoir d'organisation très, très fort. Est-ce que ça s'accompagne, ça devrait être logique, d'une responsabilité ? Responsabilité pour les services, hein ? Bien Bernard, sûr, vous voulez sûr. dire responsabilité pour les services ? Bien sûr. Et dans les services, qui ? Direction, conseil d'administration ? Directeur, c'est la personne physique, donc elle est soumise aux mêmes règles de responsabilité dont on a parlé pour les personnes physiques que les médecins, c'est-à-dire qu'en fait, civilement, ils sont salariés, les directeurs, et sur le plan pénal, ils assumeraient en cas de lien direct avec un dommage, etc. Donc sur le plan de la direction, ils n'ont pas plus de risques, c'est le service en tant que personne morale qui va assumer la totalité des risques, à la fois sur le plan pénal, on va dire, et puis sur le plan financier, ça sera le service en lui-même aussi, parce que ça va pas être le directeur sur ses deniers propres. Donc, moi, je dis que ça a été précisé dans la loi de 2021, mais la notion de projet de service, elle était antérieure à 2021. Or, dès lors qu'il y a une notion de projet de service, il y a une question de responsabilité sur un projet structuré et structurant. Donc, cette responsabilité, elle n'a pas été alourdie en 2021. Elle a été soulignée pour dire qu'il faut arrêter les opérations en ordre dispersé, en électrons libres dans le service de santé au travail, pour aller vers davantage de cohésion illustrée par le projet de service. Je crois que c'est l'avancée. Ça n'a pas fait bouger d'un iota, à mon sens, la responsabilité des services. Est-ce que la surveillance des salariés d'une entreprise extérieure pour des risques chimiques d'une entreprise utilisatrice n'est pas prise en charge par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ? Oui. Déjà, normalement, les entreprises utilisatrices et les ETT, enfin les entreprises de travail temporaire, les entreprises utilisatrices sont censées indiquer aux entreprises de travail temporaire les produits dangereux, les produits classés ACD ou CMR utilisés. Donc, effectivement, du coup, cela devrait permettre de faciliter les suivis post-exposition. Alors, ce n'est pas mon bureau qui gère le sujet en fait donc de la médecine du travail, médecine du travail et surtout les visites médicales, c'est un autre bureau. Mais je sais que ce sujet-là sur les intérimaires, c'est un enjeu majeur parce que c'est toujours l'éternel problème avec les salariés dits précaires pour assurer ce suivi. Après, comme le rappelait le professeur Fantoni, dès lors qu'on met en place l'interopérabilité, une interopérabilité, c'est justement pour pallier ce problème et justement pour assurer le suivi des expositions, notamment des intérimaires, mieux assurer en tout cas le suivi des expositions des intérimaires, de tous les contrats précaires, CDD, etc., etc. Et ce tout au long de leur carrière. C'est justement tout l'objectif d'avoir mis en place. Après, l'expérience fera, il y aura certainement des besoins d'amélioration sur ce sujet d'interopérabilité. Mais
Mais enfin, voilà, c'est tout l'objectif pour pouvoir assurer cette traçabilité individuelle. Alors, pour compléter la réponse, donc en fait, en ce qui concerne les salariés des entreprises extérieures, donc effectivement, alors après, il y a des conventions qui peuvent être faites entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures. Donc, par expérience, effectivement, moi, ce que j'ai pu voir sur le pourtour des temps de Berre, alors que ce soit dans la pétrochimie ou dans l'industrie lourde, lorsqu'on a des salariés d'une entreprise extérieure qui interviennent, on va dire, de façon permanente, après il faut déterminer ce que c'est que de façon permanente, effectivement on a le suivi de l'exposition qui peut être opéré par le service de santé au travail, qui est en général un service santé autonome sur ce type de donneur d'ordre. Et donc en fait, oui, le service de santé du site, c'est-à-dire de l'entreprise utilisatrice, peut opérer cette surveillance pour les salariés des entreprises extérieures. Ça se fait, mais ce qui peut également se faire, c'est que le médecin du travail de l'entreprise extérieure doit avoir accès au poste de travail des salariés des entreprises extérieures qui interviennent sur le site d'une entreprise utilisatrice. Donc il y a les deux systèmes qui peuvent, je pense que je ne dis pas d'ânerie, deux systèmes qui peuvent perdurer, et après ça va dépendre des conventions qui sont passées entre les services de santé au travail respectifs. Voilà. Par rapport à l'expérience que j'ai, notamment toute l'étude que je vous ai montée sur les maçons fumistes et puis toutes les autres, donc au niveau national, c'est clair que c'est l'entreprise utilisatrice qui va prescrire, et le médecin du travail de l'entreprise sur lequel, par exemple, si on prend un maçon fumiste qui intervient dans une fonderie, en gros, c'est le médecin de la fonderie qui va prescrire la surveillance biologique de l'exposition. Le seul problème de tout ça, c'est ça dépend du médecin et des services. Est-ce que le médecin de l'entreprise sous-traitante ou intérimaire a les résultats? Je sais que parfois c'est pas. De temps en temps aussi, on va avoir, alors moi j'ai vu des trucs extraordinaires, mais vous les avez vus aussi bien que moi, des grosses entreprises services autonomes, comme vous dites, qui veulent pas avoir d'AT, de MP, etc. Donc qui sous-traitent toutes ces fameuses opérations et où eux surveillent avec, alors en pied en cap, ils ont les masques, le machin, le casse le truc, et vous voyez les pauvres gars. Alors, comme disait M. Camberlin, ils ne parlent pas français non plus maintenant. Donc on a le traducteur Google machin. Donc ils ne parlent pas français, ils n'ont pas été formés, ils arrivent là et après on se les retrouve sur les autres chantiers. Et eux, une protection épouvantable. Donc, quand on s'entend bien, et c'est pour ça, nous, quand on s'entend bien avec le médecin du travail, mais c'est pour ça que c'est pas normal, on leur dit, mais attends, fais-le, lui aussi, mets-les dans ta surveillance. Voilà. Mais, au point de vue réglementaire, il y a peut-être des réglementations, mais le bureau, le X ou Y, il n'a jamais été trouvé, celui-ci. Parce qu'en pratique, il n'y a pas de surveillance. En gros, on fait à la vas-y comme je te pousse et à la pas du tout. Donc, c'est quand même... Non, mais c'est très ennuyeux. Bon, après, j'allais dire, pardon, mais le service de santé de l'entreprise extérieure, si on prend l'exemple des maçons fumistes, ils devraient être en capacité d'identifier que s'il n'y a jamais de données issues d'un suivi biologique, il faut se poser des questions. Qu'on soit bien d'accord. Pour les avoir cherchés, avec Sophie, j'ai quand même trouvé une entreprise à risque, que je connais bien dans la région, un maçon fumiste d'une entreprise extérieure, comme vous dites, à l'année, qui n'est jamais suivi par le médecin de l'entreprise utilisatrice. Mais le médecin du travail, le pauvre, il ne sait pas. C'est un parmi, comme vous dites. Donc, il y a tout ce qu'il faut avancer en réglementation. C'est vrai que pour soutenir quand même les médecins inspecteurs, ils sont quand même pas très nombreux aussi. Bon, les médecins du travail non plus maintenant, donc tout va bien. Donc je dis, vous allez être, c'est bon, la surveillance biologique va disparaître, parce que les médecins du travail vont disparaître. On va rester positif, Bien, je suis obligée d'interrompre ces questions-réponses pour nous rendre à table, autour d'un buffet, et nous reprendrons à 14h.